Alors, nous avons écrit des lettres aux différents ministres de l'Éducation nationale, sans beaucoup de résultats. Je suis, naturellement, je seconde dans cette démarche un de mes camarades qui, à Bir Hakeim, a perdu la jambe, et non seulement la jambe mais la cuisse, c'est-à-dire ça fait, en 42, ça veut dire que ça fait 68 ans, comme il n'a pas pu être appareillé, qu'il marche avec des béquilles, et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la bataille de Bir Hakeim, etc. Alors, la réponse qui m'est faite généralement, très aimablement, c'est de dire « Oh, qu'est-ce que vous voulez, on ne veut pas enseigner la violence aux jeunes ». Alors, excusez-moi de dire que la violence des voyous, c'est une chose, et la violence de la guerre, c'est autre chose, puisque c'est pour une cause très noble. Et que la violence de la guerre s'accompagne souvent de grandeur. Je vais citer deux ou trois choses. Parlons, je disais Bir Hakeim. Il faut savoir qu'à Bir Hakeim, ils ont tenu pendant 3 semaines face à des attaques terribles, puisqu'à un moment, ils étaient 3700 et ils ont été attaqués par 37 000 Allemands et Italiens. Bon, et ils ont réussi à se terminer dans l'honneur, ayant reçu l'ordre de se retirer, alors qu'ils étaient entièrement entourés par les Allemands, et que la sortie n'a pas été sans difficulté, mais c'est un grand fait d'armes de l'armée française. Alors, je cite ceci, c'est l'hommage de l'ennemi. On a trouvé dans les carnets de Rommel, car Rommel n'a pas eu le temps d'écrire ses mémoires, puisque Hitler, le soupçonnant d'avoir participé au complot de généraux contre lui a donné l'ordre de se suicider, ce qu'il a fait. On a trouvé dans les carnets de Rommel sur Bir Hakeim ceci, voilà, parlant des Français, ce que l'on peut attendre d'une troupe qui est résolue à ne pas jeter le fusil après la mire, c'est-à-dire une troupe qui ne se contente pas de tirer quelques coups de fusil et de coups de canon, et puis qui se rend parce qu'il y a trop de monde, ce qui est bien. Je continue. Un ou 2 jours après la sortie de Bir Hakeim, Radio Berlin annonce que nous avons fait des prisonniers français à Bir Hakeim, évidemment, types souvent blessés qui n'ont pas pu traverser la ligne de feu allemande pour sortir. Ce sont des francs-tireurs, ils seront fusillés. Et le général de Gaulle a fait passer un message sur la radio de Londres le lendemain en disant « Si l'armée allemande se déshonorait au point de fusiller des Français qui se battent pour leur patrie, alors, à notre grand regret, mais nous le pourrions, car nous avons nous aussi des prisonniers allemands, pour un prisonnier français fusillé, nous fusillerons 2 prisonniers allemands. » Et Radio Berlin le lendemain a passé le message en disant naturellement, les Français faits prisonniers à Bir Hakeim seront traités comme des combattants. Alors, je prends, comme je ne veux pas parler que de l'armée de terre à laquelle j'ai combattu, mais pour la marine, il y a une corvette française qui aconite, des forces navales françaises libres, commandant Levasseur, qui s'est couverte de gloire avec des félicitations spéciales de l'amirauté britannique, car c'est de toute la guerre le seul navire qui a coulé 2 sous-marins allemands dans la même journée. Alors, premier sous-marin allemand, il le repère, il lance la grenade, le sous-marin explose, terminé, je coupe. Il continue, une demi-heure après, ils s'aperçoivent au ras de l'eau un sous-marin allemand qui remontait un peu trop, et c'était trop près pour qu'il lance des grenades, et le commandant a donné l'ordre de les prendre. Donc ils ont foncé sur le sous-marin allemand, et d'ailleurs la proue a été un peu esquintée, mais pas trop, et ils l'ont brisé, et le sous-marin a coulé. Mais comme il était au ras de l'eau, il y a des marins allemands qui nageaient, et qui, voyant ce bateau devant eux, réflexe de vie, nageaient vers ce bateau. Le commandant, malgré car c'était une zone très dangereuse, a fait arrêter le bateau pour pouvoir récupérer les Allemands, voilà, sauver les Allemands. Il a fait mettre un filet le long du bastingage, et les Allemands qui ont réussi à nager jusque-là montaient, et comme ils n'arrivaient pas, car ils étaient épuisés à franchir le bastingage, ce sont les marins français à bord de l'Aconite qui leur tendaient la main pour les faire monter sur le bateau. C'est quand même super. Je dis une autre chose. Les aviateurs, nous avons eu des aviateurs français libres, vraiment tout à fait remarquables. Je pense à Klostermann, que j'ai connu à l'Assemblée après, qui a quand même 37 victoires homologuées. Eh bien un jour, je ne sais pas si le combat avait été particulièrement dur, sans doute, il combat contre un Messerschmitt allemand,
je ne sais pas s'il a aperçu le visage, c'est à peu près impossible, de pilote allemand, mais peut-être sa tête, il l'abat, et il le voit, l'avion s'effondrer et s'écraser, et rentre, Klosterman rentre à la base. Qu'est-ce qu'il fait en rentrant à la base? Il écrit un poème qu'il a dédié au pilote allemand qu'il avait abattu. Je dis dernière chose, car je ne veux pas non plus oublier ceux qui, ayant rallié les forces françaises libres, ont été parachutés en France ou débarqués en France pour participer, pour aider la résistance intérieure. Destiendorf, tout le monde connaît le nom de ce héros, eh bien, ceci m'a été raconté, ça pouvait être que par un Allemand, par l'ambassadeur d'Allemagne il y a 2 ou 3 ans, alors que l'ambassadeur d'Allemagne décorait la fille de Destiendorf. Eh bien, lorsque Destiendorf est arrivé sur le lieu où il allait être exécuté, on l'a fait descendre sur un camion, je ne sais pas quoi, et il a vu le poteau. Et il s'est tourné vers l'officier allemand qui commandait le peloton et lui a dit « Je vous demande de ne pas me lier au poteau ». L'officier allemand lui a dit « C'est d'accord ». Et Destiendorf lui a dit « Alors, donnons-nous l'accolade ». Et celui qui allait fusiller et celui qui allait être fusillé se sont embrassés avant que Destiendorf ne soit battu. Voilà. Alors, pour moi, la guerre, c'est aussi cela, et je souhaite qu'on en parle. Alors, je m'arrête, si vous voulez, là, pour qu'on alterne. Je m'arrête, donc, nous sommes à la fin de 1942. Il y a eu Pirakem, nous sommes illustrés. Il y a eu El Alamein, où la division Koenig, j'étais dans le régiment de marche de ce pays marocain, il n'y avait plus beaucoup de Marocains d'ailleurs, mais surtout des Français, était l'unité de découverte et de reconnaissance, comme on dit. Nous avons poursuivi Rommel à travers le désert de Libye, et en arrivant en Tunisie, comme Leclerc remontait de Koufra, et enfin de Koufra, à travers le Fezzan jusqu'en Tunisie, nous avons été mis, puisque nous étions une unité blindée, aux ordres de Leclerc, et c'est ainsi que nous avons remonté jusqu'à Tunis, et là, alors je vais vous dire ça, vous savez que l'armée d'Afrique a hésité un petit peu au moment du débarquement américain. Ils ont d'abord tiré sur les Américains, bon, et ils ont un peu hésité à entrer dans le combat, mais grâce au général Juin, ils l'ont fait. Alors on les a rencontrés, et les relations étaient un peu tendues entre les gens qui avaient combattu dans les forces françaises libres et ceux qui, quelquefois, les avaient combattus en Syrie et se retrouvaient là, à ce moment-là. Et puis, tout de même, alors que nous approchions de Tunis, nous avons vu, c'était très émouvant, venir à nous des soldats de l'armée d'Afrique qui nous ralliaient et qui, en arrivant, nous disaient « On aime mieux se battre avec vous, dans vos rangs, plutôt que dans les rangs de l'armée d'Afrique ».